Dernièrement, à Saint-Hyacinthe, en fait, dernièrement, dans les dernières années, il y a eu plusieurs crises du logement social, particulièrement au centre-ville de Saint-Hyacinthe où la population n'est pas super riche. Est-ce qu'on vit une crise générale en ce moment du logement social pour le centre-ville de Saint-Hyacinthe? Bien, j'irais plus large. Je pense qu'il y a une crise, effectivement. Il y a une crise du logement. Parce qu'avec les statistiques de la SCHL, actuellement, on est à 0,4 % de logements inoccupés actuellement. Et quand on est en bas de 2 %, ce qu'on est très, très en bas, on commence à être en crise de logement. Donc, nous sommes assurément en crise du logement. Oui, ce qu'on a vécu aussi, l'achat par la Ville de certains immeubles qui n'ont pas été démolis encore, hein, parce que la Ville nous a demandé de les gérer, ces logements-là. Une chance, ça c'est bon. Il y a eu un feu important Frontenac, puis il y a eu d'autres petits incendies, mais c'est sûr qu'on manque de logement. La crise du logement est partout dans le Québec, mais évidemment, nous autres, avec 0,4 % d'inoccupation, en Saint-Hyacinthe, on est les plus touchés par la crise du logement au Québec. Juste la ville de Saint-Hyacinthe, là, le revenu médian après impôt, c'est 27 000 quelques. On va pas... on va pas loin, là. Une famille monoparentale, c'est environ 45 000. Centre-ville, c'est vraiment proche de la ligne de la pauvreté. Notre-Dame n'est pas très loin non plus. C'est les deux quartiers comme plus à ce niveau-là. Là. Donc, ça peut se faire au niveau municipal d'établir des règlements, justement, sur le plan des constructions neuves et tout ça. Ça peut très bien se faire au niveau municipal. Est-ce qu'on sait, il y a combien de ménages qui cherchent du monde qui cherchent des logements sociaux pour le centre-ville? Bien, c'est pas nécessairement pour juste le centre-ville. On parle de logements abordables, pas de logements sociaux. Mais de logements abordables, sur la liste de l'OMH, je pense qu'il y a au-dessus de 340 quelques familles qui sont sur la liste d'attente. On n'est pas la seule ville au Québec, c'est un peu partout au Québec. Mais par rapport aux autres municipalités, notre municipalité se démarque parce qu'on a un parc immobilier assez important de logements abordables et de logements sociaux. Les chiffres le disent. Là, mais encore là, moi, ça ne m'empêche pas de faire en sorte qu'on demande pour en faire plus encore. Mais il y a plein de projets qui s'en viennent, qui se travaillent sur la table, qui sont sur la table en train de se travailler, puis les résultats devraient être annoncés incessamment. Qu'est-ce qui est le plus pressant? Qu'est-ce qui est en train de devenir un véritable problème en ce moment? Je dirais que si on regarde le logement social, le logement subventionné, à Saint-Hyacinthe, quand on se compare avec des villes similaires à nous, on est quand même dans le haut en termes de nombre de logements. Tu vois, nous, on gère 707 logements, HLM et Axélogie. On a des logements en privé, PSL, où les gens payent 25 %. J'ai près de 200 logements en PSL. Il y a des belles coopératives ici à Saint-Hyacinthe, des organismes sans but lucratif. Il y a près de 400, 450 logements. Fait qu'on a quand même, en termes de logements subventionnés, on est quand même bien placé. Mais on manque sincèrement de logements abordables où quelqu'un qui est au salaire minimum, un jeune travailleur, un jeune couple, des gens avec des enfants aussi ou des familles, qui ne sont pas capables de se payer des logements 5,5 à 800 $, ne sont pas capables. Il y a vraiment un gros problème. Il y a une pénurie de logements tout court, mais quand on parle de logement social ou logement abordable, c'est vraiment, vraiment pire. Là, ouais. C'est sûr que présentement, puis dans les dernières années, on a vu pas mal de démolitions. Le comité logement en tant que tel a été impliqué justement jusqu'à la toute dernière minute pour la sauvegarde là, des logements sur Marguerite-Bourgeois avant que ça soit transformé en stationnement. Des édifices aussi un peu plus loin sur Saint-Simon. Sinon, il y a eu la première vague là, justement du premier projet de groupe sélection. Ça, l'organisme était pas mal impliqué. Par contre, présentement, ça, c'est vraiment plus... les citoyens l'ont pris en charge, là, comme il y avait justement personne en poste à Logement Mail. Donc, c'est ça. On a cogné à des portes, on a fait des approches. Présentement,
En fait, au niveau des chiffres, là, je vais sortir quelques chiffres. OK? Juste sur la liste d'attente des HLM, il y a 350 ménages environ qui attendent pour un HLM. Ça veut dire qu'ils ont fait toute la procédure et ils attendent un logement. Ça veut dire que présentement, ils payent plein prix pour un logement, alors qu'il serait admissible de payer 25 % de leur revenu. Ça veut dire qu'ils ont vraiment un faible revenu. Donc, il y a ces 350 ménages-là. Puis, en plus de ça, il y a environ 650 ménages qui, actuellement, payent plus que 30 % de leur revenu pour se loger. Donc, ça fait environ 1000 familles, 1000 ménages, donc pas 1000 personnes seules, là, qui ont des besoins en logements sociaux. Donc, qui ont besoin d'un logement qui sont capables de se payer. Ça veut dire pas un 2,5 à 1 300 $ par mois. Les immeubles que la Ville rachète, de manière générale, c'est pas les beaux logements et tout ça. Là. On parle pour le stationnement là, dans le quadrilatère, Mont-d'Or, tout ça, il y avait quand même plusieurs logements qui étaient rattachés à ça, puis c'était pour faire du stationnement, là, c'est ça? Oui, c'est vrai. Il y a eu quand même quelques logements, quelques immeubles qui ont été achetés par la Ville pour faire du stationnement. Et ces logements-là ont été démolis. Bon, quel était l'état de ces logements-là? Moi, je suis allé dans ces logements-là. Nous, on a relocalisé ces gens-là. Ça s'est bien fait. Mais on a quand même perdu des logements abordables. Et là, il y a eu une deuxième vague d'achat d'immeubles. Et ça, c'est plus proche de la rivière par la Ville pour agrandir la promenade Gérard-Côté. Mais pour l'instant, ces logements-là, ce n'est pas nécessairement des très beaux logements, mais c'est des logements quand même abordables. Bien, c'est sûr que c'est ça. Présentement, on a, l'été dernier et tout ça, on a fait un portrait de la situation et puis on a approché la Ville sans succès, disons ça comme ça. Puis la concertation s'est mise sur pied. Donc, c'est vraiment le regroupement, dans le fond, de plusieurs organismes qui touchent au logement. C'est pour la MRC au complet, là, mais dans le fond, il y a les travailleurs de rue qui sont là-dedans. Il y a tous ceux comme la Maison alternative de développement humain. Ça a l'air de rien, mais eux, c'est de l'accompagnement en santé mentale, mais c'est des gens qui sortent du système et qui essaient de se réintégrer. Alors, ces gens-là, ça leur prend un logement. Ils n'ont pas nécessairement les revenus super... c'est ça, des revenus super tout court, là. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment un regroupement de tous les organismes qui touchent de près ou de loin au logement. Maison de la famille, Forum 2020, qui ont à loger des familles de nouveaux arrivants ou des choses comme ça. C'est pas toujours évident. La situation avec l'immigration, parce qu'il y a quand même pas mal d'immigration ici, et c'est pas toujours des familles riches là, qui arrivent. Donc, est-ce que ça empire la situation? Bien, définitivement que l'accueil des personnes immigrantes chez nous, quand même, on a quand même plusieurs, là. C'est sûr que ces gens-là ne sont pas très riches, là. Fait que ils rentrent dans la catégorie de personnes qui ont besoin de logements abordables. Et dans les dernières années, là, les 2, 3, 4 dernières années, on a perdu quand même beaucoup de logements abordables au centre-ville. Mais là, quand on dit on va ouvrir des soumissions, on a 52 logements au centre-ville, Concorde, qu'on devrait construire d'ici 1 an, on devrait avoir ça. Mais je te dirais qu'on travaille très fortement avec aussi les organismes du milieu, puis on souhaiterait encore plus avec les organismes du milieu de regarder les différents projets. Puis on a des projets actuellement là, qui sont sur la table, puis on voudrait... Puis je te dirais aussi que la municipalité, la Ville, dont David Bousquet est notre président, ils insistent beaucoup actuellement pour qu'on pousse sur certains projets. La Ville, elle est consciente de la réalité. Des fois, ça bouge peut-être pas assez vite, là. Tout le monde en est conscient de ça. Mais quand on veut aller chercher des subventions, parfois c'est long. Mais là, on est en train de regarder un autre chemin pour être capable d'aller beaucoup plus vite sans avoir de subvention. Mais il y a tout le côté aussi de faire en fait, on ne peut pas le faire à leur place, mais un programme de logement par la Ville. Donc, dans le fond, pas nécessairement de forcer les propriétaires ou les promoteurs à construire du logement social à 100 %, mais c'est comme ça dans certaines municipalités, c'est que 20 % exemple de toute la bâtisse doit être à prix abordable. Puis quand on parle de prix abordable, c'est le prix médian du marché. Donc, quand on parle d'un studio, c'est 391 $. Fait que c'est quand même
pas rien. Puis en mettant juste 20 du building comme ça, bien, leur building est rentable pareil. Ce qui fait en sorte que ça ne deviendra pas un taudis avec le temps parce que le propriétaire, au lieu de juste se mettre le chèque dans les poches, bien, il va en avoir suffisamment pour rénover aussi. Il y a le comité Logement Belle, dans le fond, aussi, qui ont parlé d'immeubles où on voudrait peut-être inciter les promoteurs à construire des logements un petit peu plus chers, mais avec des portions de logements plus abordables. C'est une solution qui est envisageable, ça, politiquement? Ça appartient au promoteur. On ne peut pas l'obliger à faire quelque chose. Sauf que moi, je ne considère pas que c'est la solution parce que pour faire de la densification comme qui se fait présentement, ça a une pression sur les logements abordables qu'on a au centre-ville. C'est là le bobo, là. Fait que, veux pas, là, les évaluations foncières vont augmenter. Fait qu'il faut trouver cette mécanique-là. Parce que même si on subventionne, parce que veut pas, ces logements abordables-là que les promoteurs vont inclure dans le bâtisse, c'est la Ville qui va avoir à les subventionner. C'est tous les citoyens qui devront payer là, pour ça. Fait que ça n'empêchera pas, justement, l'effet haussier des logements abordables qu'on a au centre-ville. C'est là, et c'est là qu'il va y avoir que les gens vont sortir du quartier. Fait que c'est là l'erreur là, que moi, je veux pas qu'on fasse là, comme que certaines veulent faire ailleurs. Bien, justement, là, si on parle des changements que le quartier va subir dans les prochaines années, la promenade Gérard Côté, on risque de se retrouver presque avec une promenade de luxe au centre-ville. Ça risque pas justement de faire augmenter la valeur des loyers et d'avoir un impact quand même important sur ceux qui ont un peu moins d'argent? Bien, là, je pense pas, parce que la promenade Gérard Côté, c'est un bien collectif qui appartient pas juste au centre-ville. C'est un, je considère, on peut appeler ça un équipement municipal, parce que la Ville va avoir à l'entretenir, mais c'est un bien collectif qui va faire en sorte on est une des villes qui a un joyau qui passe au milieu de notre centre-ville, qui est la rivière. Puis jamais, il y a eu des travaux qui ont été faits pour protéger des inondations dans les années 70. Mais là, on est rendu dans une autre époque où ce qu'il faut faire en sorte que les gens puissent se l'approprier, puissent pique-niquer sur le bord de la rivière, puissent des espaces pour la famille. C'est toute la ville qui va en profiter. Bien, on a beaucoup parlé justement de la possible gentrification du centre-ville de Saint-Hyacinthe. Je pense que c'est quand même une réalité, là, surtout si on démolit du logement social et pour construire des trucs qui sont passablement plus chers, ne serait-ce que Frontenac, Saint-François, tous ces projets-là. Est-ce que c'est envisageable de penser que des promoteurs privés puissent entrer et faire du logement social aussi? On a eu cette question-là. Actuellement, c'est impossible pour un promoteur privé qui, lui, veut avoir un retour sur son investissement, c'est tout à fait normal, avec les coûts de construction et avoir des logements abordables. Je t'explique, le projet Concorde nous coûte 6 millions en termes de travaux, puis à peu près un autre million en le terrain, les architectes, les ingénieurs, etc., etc. Donc, un 7 millions. Nous, on reçoit une subvention de la Société d'habitation de près de 3 500 000. La municipalité va investir 2 700 000. L'Office d'habitation, on va emprunter la différence, puis malgré des subventions de plus de 50 tu sais, on a 3 millions, 5 700 sur 7 millions, on est obligé de louer les logements abordables à 500 $ par mois. Est-ce que c'est abordable? Nous, on souhaiterait être plus bas que ça pour un 3,5. Normalement, là, si on pouvait parler d'un 450 $ pour un 3,5, là, on parlerait de logement abordable. Mais je ne suis même pas capable d'aller plus bas que 500 $ par mois, même si j'ai 5 700 000 de subventions. Fait, comment un promoteur privé, c'est impossible. Le promoteur privé qui veut actuellement s'investir au centre-ville, mais il va demander une contribution de la ville, il va demander des terrains, il va demander... Ou encore,
comme Réseau Sélection ou le projet Frontenac, les logements vont être beaucoup plus chers parce que c'est impossible. Impensable de dénaturer le centre-ville avec des tours de 6 à 8 étages. Ça, c'est pas... c'est aller contre le courant, c'est aller contre l'innovation, c'est aller contre la planète, en fait. C'est déconseillé partout. Il y a rien qui va dans ce sens-là. Par contre, c'est vrai que ce qui est suggéré, c'est de gentrifier les endroits qui sont déjà comme pas peuplés, mais qui sont déjà habités, si on veut. Par contre, ça peut se faire vraiment de différentes façons. Juste de rénover, en fait, présentement au centre-ville, je serais vraiment curieuse de voir le nombre de portes où c'est pas habité en ce moment, juste parce que c'est impropre à l'habitation. Juste de rénover ces habitations-là. Ça aussi, c'est vrai, c'est quelque chose d'envisager, de fournir des subventions pour la rénovation, ce qui fait en sorte que les propriétaires pourraient rénover sans avoir à jumper le prix des logements, parce qu'on ne se cachera pas non plus qu'une construction neuve en ce moment, physiquement, ne peuvent pas arriver s'ils mettent les prix au prix médian de leur logement. Donc, ici, il y a cette problématique-là aussi. Ça prend une densification dans notre centre-ville. Moi, je considère notre centre-ville, depuis tout le temps que je reste ici, comme un ghetto. Il n'y avait pas de mixité sociale dans notre centre-ville, à part que si on considère la rue Cascade, les commerçants comme une mixité, là, en tout cas pour moi, c'est pas une mixité sociale. C'est une mixité, on commence à avoir une mixité commerciale. On a les trouvailles de l'abbé Leclerc qui répond aux besoins des gens du quartier, mais il y a peut-être à aller un petit peu plus loin par rapport à cette mixité commerciale-là. Par rapport au niveau résidentiel, je pense que ça va être un plus, c'est un besoin, parce que là, présentement, tous ceux qui viennent magasiner au centre-ville, la plupart ont utilisé l'automobile. Puis moi, je pense que ça, là, il faut faire en sorte de trouver une solution sans détruire le tissu social qu'on a au centre-ville. Fait que, je pense pas que la solution, c'est du 20-20-20 comme qu'ils veulent faire à Montréal. Il y en a qui parlent là, de 20 logements haut de gamme, 20 de logements sociaux, 20 de logements abordables. Je pense pas qu'il faut aller dans cette direction-là parce que, veut pas, indirectement, ça va avoir un impact sur le parc immobilier qu'on a au centre-ville. Fait qu'il faut trouver un mécanisme qui va faire en sorte de protéger les logements abordables qu'on a au centre-ville. C'est ce mécanisme-là. Il n'y a pas une ville au Canada qui a réussi à trouver cette solution-là, puis même à travers le monde. Là. Moi, j'en ai pas entendu. S'il y en a qui le savent, là, qui savent la mécanique, là, qui me contactent, parce que je serais bien intéressé à la savoir. Parce que c'est ça, cette densification-là a un impact sur le parc immobilier du centre-ville. Donc, moi, présentement, ce que je partage avec mes collègues en sont parfaitement conscients aussi, c'est qu'il faut trouver une solution. De quelle manière on va réussir à faire en sorte de protéger ces logements-là? Bien, déjà, on a des programmes de rénovation pour des logements là, qui sont fatigués un peu. Là. Puis, on a des programmes de subvention. On donne, je pense, c'est 250 000 par année. Mais on est capable de faire plus. Je ne peux pas parler de projets très particuliers, là, mais nous, on a créé il y a quelques années un organisme sans but lucratif qui est Habitation Masca. Actuellement, on est en train de revoir les règlements généraux. On est en train de revoir aussi la composition du conseil d'administration. Mais on n'a pas les mêmes obligations, un organisme sans but lucratif comme Habitation Masca, que l'Office d'habitation. L'Office d'habitation, tous nos projets, on les a développés avec l'Office d'habitation. On est tenu, nous, de relever de la société d'habitation avec des normes très précises et c'est très long. Le projet Concorde au centre-ville, là, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus. On a bien hâte, puis tout le monde a hâte. Mais là, ce qu'on nous a demandé, c'est de réactiver Habitation Masca et de regarder ce qu'on est capable de faire avec Habitation Masca plus rapidement. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille actuellement. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas annoncer officiellement, mais je te dirais qu'il y a 3 projets, là, puis on peut parler de plus d'une centaine de logements abordables là, actuellement. C'est quoi les principaux projets dont la Ville s'occupe?
Bien là, présentement, il y a le 52 logements qui s'en vient là, sur la rue Concorde, qui va répondre aussi aux besoins d'itinérance, là, parce qu'on va avoir plusieurs appartements, un centre de jour qui va être ouvert, là, justement, pour que les gens puissent aller décompresser, passer du temps. Même d'ailleurs, présentement, en attendant que le Concorde se construise, il y a un emplacement temporaire qui a été érigé où ce qui était anciennement les Velco, Longue Tess. C'est le Centre d'intervention jeunesse des Mascoutins qui s'en occupe de maintenir le fort ouvert de midi à 17h du lundi au vendredi. Fait que c'est un lieu où les personnes peuvent dormir. Il y a des petits lits de camp, des places pour petites grignotines, tout ça. Fait que ça va répondre à un besoin qu'on a actuellement jusqu'à temps que le Concorde se construit. Par ailleurs, il y a d'autres projets que je ne peux pas parler qui s'en viennent parce qu'on travaille très fort à la Ville. On s'est fixé des objectifs de 125 logements abordables et sociaux dans les 5 prochaines années. On travaille fort, justement, puis peut-être même accélérer la cadence, là. Il y a quand même une belle avancée parce qu'il n'y a pas si longtemps, il n'y en avait juste pas. Hein? Maintenant, on a le refuge qui est la maisonnée. Il y a même un centre de jour temporaire là, pendant la période justement du coronavirus pour que ces gens-là aient quelque chose, une place où aller décompresser ou quelque chose à faire ailleurs que dehors. Puis aussi, dans le fond, comme je dis, le projet de la Concorde va venir pas pallier à ça parce qu'évidemment, ça ne réglera jamais tous les problèmes, mais au moins, ça va en diminuer une partie. Il y a des solutions, il y en existe plusieurs. Il y en a au niveau régional, il y en a au niveau national. Ça dépend vraiment ce qu'on vise pour la région, ce qu'on vise pour la province, en fait. Je sais qu'il y a déjà été question de nationaliser les logements. Mais tu sais, c'est vraiment... ça, c'est au-dessus de nous, là. C'est pas... ça relève pas de nous. Mais sinon, tout ce qui est coopérative d'habitation, alternative en logement, c'est tous des bons plans. Court, moyen, long terme, en fait. Donc, il y a vraiment... il y a différents projets qui peuvent se faire. Il y a Solide à Châteauguay, qui est un organisme communautaire qui rachète des buildings comme ça, qui fait du logement social abordable. Donc, dans le fond, c'est des établissements gérés par un organisme communautaire, ce qui fait en sorte que les gens peuvent se loger à des coûts abordables. Puis, dans le fond, avec les loyers puis tout ça, ils rentabilisent, puis ils sont capables de maintenir les logements à jour, si on veut, dans le sens où loin de l'insalubrité. Est-ce que tu es optimiste ou pessimiste avec ce qui se passe en ce moment ou tout simplement réaliste? Je suis très optimiste, je te dirais. Oui, très optimiste dans le sens que les gens du milieu, les organismes communautaires, je pense qu'avec le comité de concertation logement, je pense que tout le monde est sensible par rapport à ça. Je te dirais que nos élus sont aussi sensibles. Il y a une question de priorité. Où est-ce qu'on veut mettre les priorités? Mais c'est là que nous, on n'est pas des élus, mais on peut faire des démarches avec eux. Tu parlais de gentrification tantôt. La gentrification, moi, je la vois aussi au niveau des gens plus en moyen, mais il ne faut pas qu'on se retrouve non plus avec un centre-ville avec des gens qui sont démunis nécessairement. Moi, je pense que ça prend une mixité, puis je pense qu'il faut que nous, on réagisse par rapport à un groupe comme Réseau Sélection qui va faire quelque chose, peut-être, je ne sais pas où est-ce qu'on est rendu là-dessus, mais si ça voit le jour, mais il faut que nous, on soit capable aussi de proposer des projets à la Ville pour dire, voici du logement abordable. Ça peut être du logement subventionné, abordable, communautaire, pour répondre à des clientèles. Je reviens sur le projet Concorde, qui est un projet extraordinaire. C'est un projet qui s'est fait avec la communauté. Dans cet immeuble-là, on a beaucoup de logements de 3,5. On a aussi des logements avec un organisme communautaire pour l'itinérance. Mais ça se fait très bien. On module comment l'immeuble est fait. Ils ont leur entité à eux, spécifiquement, avec des organismes du milieu. On va avoir des logements de transition aussi avec des organismes du milieu qui vont faire un suivi avec ces gens-là. Puis on a des logements famille. C'est un super de beau projet. Puis si tu as vu les esquisses de l'immeuble, je pense que ça va être un très bel immeuble. Mais ça va prendre d'autres projets comme ceux-là, mais pas dans 4 ans.
rapidement. Il faut que les propriétaires soient ouverts à l'idée. Peut-être qu'ils vont avoir des locataires mécontents d'avoir du bruit d'enfants, sauf que ça fait partie de la vie des enfants. Puis eux aussi, ils ont besoin d'un logement. Puis c'est pas vrai que les nouvelles familles sont capables toutes de se payer des maisons en ce moment. Le prix du marché est un peu fou. Alors les familles, ils ont besoin d'un logement. Puis la mixité se fait naturellement quand les propriétaires acceptent. Je ne veux pas dire acceptent n'importe qui dans leur logement, mais ce que je veux dire par là, c'est que s'ils arrêtent de faire de la discrimination, parce que la discrimination, c'est aussi loin que ça. Les gens, quand on veut louer un logement, le propriétaire n'a pas à demander combien vous allez être. À part si c'est, exemple, un 1,5, puis là, tu dis que tu aménages avec tes 4 enfants, ça, c'est non. Mais autrement, un 4,5, il ne peut pas te dire « Ah, ben c'est pour une personne seule ». C'est de la discrimination selon la Commission des droits de la personne. Présentement, les propriétaires, ils font des études de crédit pour louer parce qu'ils ont comme un peu le beau jeu puisque c'est la crise du logement. Par contre, ce qu'ils ne pensent pas, c'est que les gens se privent de tout pour être capables de payer le loyer. Donc, quand même qu'ils ont un mauvais crédit physiquement, ça ne veut pas dire qu'ils ne payent pas leur loyer. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a vraiment beaucoup de préjugés qui entourent l'aide sociale, alors que la personne sur l'aide sociale, elle a un revenu qui rentre tous les premiers du mois. Donc, le propriétaire ne devrait pas tant être inquiet de recevoir son logement. C'est ça. La discrimination est comme à son comble ces temps-ci, mais je ne veux pas mettre ça dans leurs mains, mais c'est vraiment, ça relève du politique, tout ça, en fait. Sans le politique, on ne peut rien faire, là. Puis autant, comme je disais, au municipal qu'au national, là, ça pourrait être même la MRC, en fait, qui se munit d'un plan, justement, là, pour les nouveaux logements. Parce que dans les villages autour aussi, là, ils veulent des gens, ils veulent attirer des gens. Puis... On va reculer 10-15 ans en arrière, puis la manière que la Ville travaillait, puis ce que je vois présentement, j'ai 2 pieds dedans, puis même avec un œil extérieur, parce que je veux pas, j'ai encore mon œil extérieur par rapport, puis les gens m'en parlent aussi, il y a un changement, de mentalité, il y a un changement de savoir-faire. Puis on le voit présentement pendant la crise, là, la Ville est présente pour épauler les organismes communautaires qui sont là en première ligne, justement, pour donner des services. Il y a le transport collectif. Déjà, il y a un grand pas qui a été fait au niveau du transport collectif gratuit. Il y a des investissements qui se font au niveau des pistes cyclables. Il y a plein de belles choses. Il y a des nouveaux quartiers qui sont en train de se créer, mais qui sont créés. La Ville fait en sorte que les promoteurs s'engagent à faire en sorte de développer ces quartiers-là de manière responsable, puis éco-responsable avec des sentiers verts, en tout cas, plein de belles choses, là. Ce qui est important, je pense, pour une ville, là, c'est d'épauler, d'être présent le plus possible auprès des organismes communautaires pour les aider à améliorer la qualité de vie des gens. Puis, veut pas, on va réussir à vaincre ce combat-là, vaincre la pauvreté dans notre ville. Si on peut faire, tu sais, il y a une belle solidarité qui se fait présentement, puis qui se faisait avant aussi, mais encore là, aujourd'hui, on la voit plus. Ça, c'est la même chose que les gens, pendant le début de la pandémie, tout le monde s'est confiné. Qui qu'on voyait errer dehors? Les gens dans le besoin, les gens qui étaient à la rue, ils sont devenus visibles. On ne les voyait pas avant parce que là, ils se fondaient dans la foule. Mais là, on les a vus. Puis il y a des gens qui ont pris encore plus conscience de la réalité de certaines personnes. Puis on est en train de mettre des choses en place. Puis je pense que ces choses-là vont rester avec le temps. Puis les gens qui sont en première ligne, qui donnent un coup de main à faire en sorte d'améliorer la qualité de vie de ces gens-là, bien, on va être capable... La Ville, puis même les autres paliers de gouvernement vont être plus présents, je l'espère, pour faire en sorte de rehausser la qualité de vie des gens. Parce qu'il n'y a personne qui mérite de vivre dans la rue, là. Puis laisser à lui-même, là, que ce soit dans les centres ou que ce soit avec une problématique de santé mentale ou whatever. Là. On a tous besoin d'un support. Autant que la santé physique, autant notre santé mentale est importante, là.